Quelque part au nord du Mexique se dresse une montagne aride du nom de Sierra Naica. Et sous cette montagne, il y a une mine. En 2000, des mineurs se feraient un chemin à travers le réseau de grottes et à 300 mètres de profondeur, leurs mâchoires se décrochent. Ils se retrouvent dans un lieu qui semble venir d'un autre monde. Ils sont dans une pièce de 10 mètres par 30 et les plafonds, le sol et les murs sont couverts de cristaux immenses. Pas des cristaux à pendre au bout d'un collier, non, des cristaux à grimper comme des montagnes. Certains font 55 tonnes. En fait, par miracle, l'eau est restée juste à la bonne température pendant des centaines de milliers d'années pour permettre à ces cristaux de grandir. Depuis cette découverte, seuls quelques scientifiques ont été autorisés à s'y rendre. En 2009, Curtis Suttle dirige une expédition vers la grotte. Suttle et ses collègues récupèrent un petit peu de cette eau pour l'analyser dans son laboratoire de l'Université de Colombie-Britannique. Mais Suttle n'en a rien à faire des cristaux. Lui, son truc, c'est les virus. Cette grotte a été coupée du monde extérieur depuis plusieurs millions d'années. Il n'y a personne à infecter, même pas un poisson. Et pourtant, quand Suttle se penche sur son microscope, il découvre des virus. Des tonnes de virus, 200 millions de virus dans chacune des gouttes d'eau de la grotte aux cristaux. Ce jour-là, la communauté scientifique réalisait que la virologie n'est qu'à ses prémices. Le monde est rempli de virus, partout, tout le temps. Bon, qu'on se le dise, on a tous pris très cher en 2020 avec le Covid. On connaît tous des gens qui en sont décédés et on en a tous souffert. Un nouveau virus est apparu et il nous a mis la misère. Mais ce virus, il n'est pas sorti de nulle part. Qu'est-ce qui nous dit que ça n'arrivera pas à nouveau? En 2021, on découvrait qu'une chauve-souris chinoise portait un très proche cousin du SARS-CoV-2. Et le monde vivant abrite des millions de virus qu'aucun humain n'a encore jamais rencontrés. Et à vrai dire, les scientifiques sont même capables d'identifier les zones où le risque d'un saut de l'animal à l'humain est le plus élevé. Et à cause de la déforestation, le Brésil arrive tout en haut du classement. Honnêtement, moi je suis pas prêt pour un autre Covid, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Comme si c'était juste la nature qui était chaotique, injuste, et que la seule chose à faire c'était d'accepter, et puis tant pis si ça se reproduit. Moi, ça me convient pas comme explication, et j'ai décidé de mener l'enquête. Ça fait 4 semaines que je suis au Brésil, et je m'intéresse particulièrement aux chauves-souris, parce que avec leur système immunitaire surpuissant, elles ont beaucoup à nous apprendre. Dans l'épisode précédent, j'ai découvert un truc qui a tout changé pour moi. En fait, ces maladies d'origine animale, ces zoonoses, pour les comprendre, il faut faire un pas en arrière, prendre un peu de recul et les étudier à l'échelle de l'écosystème. Parce que sinon, on passerait complètement à côté de la question. Grâce à Carlos, j'ai compris que quand on perturbe un écosystème, on multiplie le risque que son vivant nous transmette un virus qui gardait jusqu'alors sagement sous contrôle, sous le contrôle de la diversité de ses systèmes immunitaires. Alors, si on veut se protéger des virus de demain, il faudra faire de l'écologie et être à l'écoute du vivant pour protéger les écosystèmes. Mais ça, on l'entend toute la journée. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est quoi, en vrai, l'écologie? Je dois vous avouer que à ce moment-là, honnêtement, ça va pas top. Ça fait 4 semaines que je suis parti, j'ai l'impression de découvrir un sujet crucial, mais je suis juste complètement perdu en fait. Chaque jour, je rencontre des gens qui sont des pointes dans leur domaine, et je suis juste pas à la hauteur de leur intelligence. Au fond de moi, j'ai juste envie de rentrer dans le confort du studio. J'ose même pas en parler avec Ingrid parce que j'ai honte. J'ai la chance de faire un docu au Brésil, c'est mon rêve de gosse, et moi je veux juste rentrer, c'est nul. La tentation, c'est juste de se dire que c'est comme ça. La nature est injuste, qu'il faut éviter les chauves-souris, et puis c'est tout. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais juste besoin de quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me dise que ça va aller. Et je savais pas encore, mais cette personne, j'étais sur le point de la rencontrer. Hello. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Sorry for being late. Did you guys have coffee? I No. mean breakfast? No? But it's okay. Oh my God. You had breakfast? Yeah. They didn't eat anything. Yeah, I was not ready for you. Ludmilla, une des grandes spécialistes de l'Amérique latine pour les chauves-souris, vraiment. Quand on a dit à Ariana qu'on allait rencontrer Ludmilla, elle nous a dit qu'elle était trop fan. Je sais pas si vous en rendez compte là, mais on va rencontrer une putain de star. Ludmilla, c'est la plus grande experte des chauves-souris dans toute l'Amérique latine. Bon, par contre, je sais pas ce qui se passe avec les chauves-souris, mais il y a clairement un truc, parce que Laetitia et Thiago à Altamira, ils étaient en couple. Sébastien, on a appris que sa femme, elle travaille dans le même département. Et là, Ludmilla, elle travaille aussi avec son mari, elle sur les chauves-souris et lui sur les oiseaux. Ils sont dans le même département, ils travaillent même dans le même bureau. C'est quand même chelou, non?
Pour qu'on comprenne vraiment toute la complexité d'un écosystème, Ludmila et Ricardo veulent nous emmener dans le Cerrado. À vrai dire, Ludmila, elle en a marre que l'Amazonie vole toute l'attention. Le Cerrado, c'est le petit frère jaloux. Pourtant, niveau biodiversité, avec ses 480 espèces par kilomètre carré, il a rien à prouver. Et puis, entre vous et moi, je crois que ce qui plaît beaucoup à Ludmila, c'est que les chauves-souris y ont un rôle crucial. Et puis, d'après elle, il faut absolument qu'on découvre le Cerrado pour comprendre comment éviter les prochaines pandémies. So this farm belongs to the University of Brasilia. The area is for field courses. On parle d'une forêt inversée, mais je crois que Ricardo et Ludmila nous expliqueront ça beaucoup mieux. You can see there a gallery forest. So it's a kind of a small forest that follows the streams and rivers. The vegetation changes abruptly from the forest to the grassland or to the cerrado, depends on the situation. The soil is still dry, so we are in the peak of the dry season. The rain season starts in October. The Scavo soil will be very moist, accumulating the water from the rain and released and step by step to feed the drainage system. Another strategy of the nature, so put the sponge in the high parts and the gravity do the rest. Honnêtement, vu comme ça a pas l'air aussi impressionnant que la forêt amazonienne. Mais en fait, le truc, c'est que on regardait pas au bon endroit. Unlike the typical forest where the biomass is above the ground, the typical cerrado, most of the biomass is below the ground in the form of roots and tuberculous. The vegetation tries to reach the water because the water is around 20 meters. Wow, this is very different here. Yeah. Why we stop here to show this is Cerrado. Cerrado sensu stricto. So you can see the trees. They are not very tall. And you see that we came from a field and vegetation was kind of going up, right? You can see the trunk of the trees. You see how they are kind of strong to keep themselves alive during fire. You see the flower is beautiful, look. And the flowers are pollinated by bats. Tu sens que les pétales, ils sont costauds. Et surtout, il y a des longs pistils parce que c'est des chauves-souris qui vont vouloir aller manger le nectar à l'intérieur. Et quand elles rentrent à l'intérieur de la fleur, elles vont s'allier avec le pollen qu'il y a sur les pistils. Et donc ensuite, aller polliniser d'autres fleurs. Donc c'est vraiment, la fleur a été faite pour les chauves-souris, quoi. You can see termites on the trees there. That's something very common in the Cerrado. The giant anteater, it has long nails. It goes like this to break the termites' house, to eat the termites. The termites come to defend themselves, so he uses his huge tongue to eat the termite. En plus de ça, quand leur nid tombe par terre, ça va être un habitat, par exemple, pour des serpents. Une fois de plus, on voit qu'il y a vraiment toutes les espèces qui interagissent et qui se spécialisent mutuellement les unes pour les autres. À ce moment-là, je commence à vraiment réaliser ce qu'est un écosystème. En fait, toutes les espèces sont hyper liées entre elles. Elles dépendent toutes les unes des autres. Mais ça, je le savais déjà. Mais dans un endroit comme ça, c'est évident, je la ressens, cette interconnexion. And what we do with ecologists is study how this plant, for example, relates with the others that are around this plant. What we study is how the system functions. That's it. That's ecology. When you lose what we call keystone species that are key to maintain certain process in the ecosystem, for example, pollinators. If you lose pollinators, so the plants cannot reproduce. Population of these trees will start to die. You have to interfere in order to avoid that collapse. Attendez-moi. That's so cool. Donc là, on est toujours dans le Cerrado, et pourtant c'est hyper différent. Ce qui est spécial avec le Cerrado, c'est que c'est trois choses. Trois phytophysionomies. La prairie, le Cerrado au sens strict, et la galerie forestière.
Et ensemble, ça forme l'écosystème du Cerrado. Il faut la présence des trois, notamment pour assurer la dynamique de l'eau. Et ici, on est dans la forêt qui est plus basse, proche de la rivière. Les arbres sont beaucoup plus hauts. Et en fait, cette phytophysionomie récupère l'eau de tous les autres qui font office d'éponge. En fait, on peut un peu voir le Cerrado comme nous, les glaciers dans nos montagnes. Parce que déjà, ils fournissent l'eau à toutes les régions autour. Et en plus, ils jouent ce rôle de régulateur qui fait que même pendant la saison sèche, ils récupèrent de l'eau parce que cet écosystème, il joue un rôle d'éponge qui va rendre l'eau quand il pleut plus. We are in the peak of the dry season and the water is still running. There are some studies showing that when you remove the natural vegetation and replace by croplands, for example, the temperature in average rise around 3 degrees Celsius. We are worried about the world climate change. So the Cerrado has this effect of like going really deep and pumping up the water to like bring it to the rivers and all the surface waters that all the other ecosystem use. Exactly, it's a combination of vegetation and soil that maintains the water dynamics. And also the water cycle is important to produce energy in Brazil because most of the energy produced in Brazil came from hydroelectrics. Ok, je crois que je commence à comprendre ce que c'est vraiment l'écologie. Les liens entre les individus au sein d'une espèce, puis entre les espèces, et même entre les phytophénotypes sont tellement complexes. Ils sont biologiques, chimiques, sociaux. Et l'écologue, lui, face à toute cette complexité, il prend peur. Alors, il décide de faire un pas en arrière et de regarder le tout, ensemble, comme un écosystème. Avec ce recul, il tente de comprendre les grandes dynamiques, les grandes lois qui régissent l'écosystème. Et grâce à ces lois, il peut planifier la protection de l'écosystème. It's possible to fix an ecosystem that was disturbed, but we need to know what are the rules. That's why it's important to maintain some areas protected as pristine as possible, because we need to measure some parameters. Toute cette complexité, elle est magnifique. Mais c'est pas facile d'appréhender le vivant. On ne pourra jamais décrire toutes ces interactions. Et alors, ce qu'il reste, quand on accepte qu'on ne pourra pas tout réduire à des lois, c'est simplement la beauté du vivant. Et tout ça, ce sont des manières valables de faire exister ce lieu. Les articles scientifiques de Ludmila, les enregistrements de Ricardo, mais aussi juste le sentiment que j'ai ressenti sur place. Et la biodiversité n'est pas seulement la diversité des espèces, c'est aussi la diversité des regards que l'on porte sur le vivant. How many bats do you have? I have 1, 2, 3. This one is your favorite one? This one is my favorite. It's called Mimum crenulatum. It's beautiful. I call the Alain Delon of the bats. Antilope galeata, Basileuthurus culicivorus, Saltatus similis. Au Brésil, j'ai rencontré des gens complètement passionnés. On a tous des choses qu'on aime, et eux ont su tout donner dans une direction. Il faut être un peu fou pour dédier sa vie aux chauves-souris, et je suis persuadé que c'est pour ça qu'ils sont tous en couple. Mais honnêtement, qu'est-ce qui a plus de sens que de faire ça? That's insane. This is the nature. Ça me fume comme activité de couple. Laetitia elle tape et Thiago il attrape les chauves-souris. Vous savez, chacun des scientifiques que j'ai rencontrés dans cette série était amoureux. Thiago de son élève, Sébastien de sa collègue et Ludmila de son sauveur. Pourquoi sont-ils tous amoureux de leurs collègues scientifiques? Cette question m'obsède et je ne pense qu'à ça depuis que je les ai rencontrés. On est tous en interdépendance avec la nature. Mais eux, par leur métier, encore plus que nous. Vu que c'est leur boulot, leur raison de vivre, ils font l'expérience directe de cette interdépendance. Et peut-être finalement qu'ils s'aiment pour la protéger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont appris à s'émerveiller devant la splendeur de la biodiversité qui nous accompagne depuis les débuts de l'humanité. Et en ça, on doit s'inspirer d'eux. Jean-Claude Amezen m'a appris que nous sommes nés dans la nature, de la nature. La nature nous nourrit, nous respirons l'oxygène que les plantes ont produit par photosynthèse. Nous y puisons les médicaments qui nous soignent et parfois souffrons des maladies qu'elle provoque. Et depuis les débuts de l'humanité, la nature s'écrit dans nos récits et nos mythes. Et chaque culture a construit sa vision de la nature. Mais la biodiversité n'est pas que la diversité des espèces qui la composent. C'est aussi la diversité des âges de la vie, la chenille et le papillon. La diversité d'une forêt, ce n'est pas simplement la diversité des essences de ces arbres, c'est la coexistence d'arbres à des âges différents de leur vie.
Et chaque être vivant est lui-même, à chaque instant, divers, multiple, aussi divers que les regards que l'on peut porter sur lui. Sur ma route, j'ai rencontré ceux qui passent leur temps à regarder. Ils décrivent, ils recensent, ils modélisent, et ainsi, ils font naître les nouveaux récits du vivant. Peut-être est-ce ce regard, peut-être que quand on apprend à regarder, vraiment, bien, on voit l'amour. Inspirons-nous d'eux, leur science, leur rationalité ne tue pas la nature, elle l'enchante. Et chacun de vos regards peut faire fleurir la biodiversité un peu plus. Martin Buber nous dit la chose suivante. Je considère un arbre. Je peux le percevoir en tant qu'image, pilier rigide sous l'assaut de la lumière ou verdure jaillissante, inondée de douceur. Je peux le sentir comme un mouvement, réseau gonflé des vaisseaux, succion des racines, respiration des feuilles. Je peux le ranger dans une espèce, voir en lui un exemplaire sur lequel j'étudierai la structure et les modes de la vie. Je peux annihiler si durement son existence formelle et temporelle que je ne vois plus qu'en lui l'expression d'une loi. Je peux le volatiliser et l'éterniser en le réduisant à un nombre, à un pur rapport mathématique. Et pourtant, l'arbre n'a pas cessé d'être. Il a gardé sa place dans l'espace et le temps. La puissance de ce qu'il a d'unique m'a saisi. Il n'y a rien dont on doit faire abstraction pour le voir, rien que je ne doive oublier, au contraire. L'image et le mouvement, l'espèce et l'exemplaire, la loi et le nombre, tout a sa place dans cette relation, tout y est indissolublement uni. Ce n'est pas une impression que cet arbre, ni un jeu de représentation, ni une valeur émotive. Il dresse, en face de moi, sa réalité corporelle. Il a affaire à moi comme j'ai affaire à lui, mais d'une autre manière. Ne cherchez pas à affaiblir le sens de cette relation, parce que toute relation est réciprocité. Je suis persuadé que la nature nous parle, il suffit d'apprendre à l'écouter.